au niveau des chiffres, c'est ça. On avait à peu près 300 produits. Aujourd'hui, vous êtes sur quel chiffre d'affaires à peu près? Donc là, on est sur un chiffre d'affaires de 750K. On est sur 1 million de... C'est très bien. Ah oui, on est... Ils en parlaient comme si c'était non, petit chiffre. C'est pas du tout... Après, nous, on est plus sur la... Oui, c'est les performances qui nous intéressent. Nous, ce qui nous fait vraiment plus kiffer et où on se sent vraiment plus, c'est quand on se dit qu'on a vendu plus de 1 million de produits, en fait. Il y a eu plus de 1,5 million de personnes ont eu un produit Elica dans leurs mains. Et là, pour nous, ça a complètement du sens. En combien d'années, ça? Donc là, en 2 ans et demi, voilà. En 2 ans et demi, vous avez vendu plus d'1,5 million de produits. C'est ça. Et ça, partout dans le monde. C'est quoi le prix moyen de vos produits? Prix moyen? Ça dépend. Un prix moyen, on peut être en autour de 15 euros. 15 euros, vous en avez vendu, le calcul rapide, quoi. Ils ont vendu 1,5 million de produits. Bon, en sachant qu'on était sur du B2B. C'est pas B2B, donc vous avez pas fait là. Voilà. Mais le calcul va faire, ah ouais, d'accord, mais elle gagne beaucoup d'argent, ces filles. On travaille, en fait. On travaille, gagner de l'argent, c'est bien, mais gagner de l'argent à travers sa passion, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Juste pour gagner des choses. Il faut des choses. On voit par exemple, les plateformes, on peut se parler. Par exemple, s'il s'agit que de chiffres et d'argent, si c'est ça, demain, tout le monde finit sur OnlyFans, par exemple. Ça n'a pas de sens. Je crois que c'est Black China qui a fait de 16 millions, un truc comme ça. Donc, en 2 minutes. En 2 minutes. Black China, c'est quelqu'un? Oui, c'est sur OnlyFans, une américaine finalement, et ils ont un petit peu mis en avant ces chiffres parce que tout le monde parle de chiffres et d'argent. C'est ça. Et du coup, finalement, ce qu'on montre aux gens, c'est que ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire. Pardon? Vous avez un problème? Enfin, c'est pas tant qu'on a un problème parce que ça fait partie dans l'air du temps. C'est vraiment femme de gagner leur indépendance. Oui, mais chacun son format d'indépendance. Mais tout ça pour dire que nous, aujourd'hui, chacun sa version de l'indépendance. Chacun sa façon de se réaliser en tant que femme et vraiment de se dire que 1 million de personnes ont pu avoir un petit bout de notre rêve à travers leurs mains, ça pour nous, ça a plus de sens. Je vous encourage. Et c'est plus kiffant finalement. Alors c'est pas un problème. C'est juste que tout à l'heure t'as dit ne viens pas. Non, c'est un problème. Le problème c'est le fait de se dire que aujourd'hui la facilité. Voilà, la facilité et c'est facile. Alors la vie elle n'est pas facile. La facilité, la vie n'est pas facile de 1 comme tu dis Sabrina et surtout c'est le fait de pouvoir gagner de l'argent sans forcément mettre en vous pensez que travailler sur ce genre de choses c'est facile à faire? Pardon? Vous pensez que faire ce que les gens font c'est facile? Alors, c'est pas du tout facile. En termes de logistique et tout, je sais pas, mais ce qu'ils vendent de l'OnlyFans, c'est l'argent facile quand ils mettent en avant les chiffres de Black China en disant que en 2 jours elle a fait 2 millions. C'est dans ce sens-là, c'est facile. Venez faire votre contenu. Après, le comment, le pourquoi, le type de contenu, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est finalement, nous, on a grandi aussi dans une éducation avec la valeur du travail. Nos parents, finalement, ce qu'ils nous ont promis et la chose qu'ils nous ont remis en main, c'est de se dire la méritocratie. Si tu travailles dur, tu mériteras finalement d'avoir de bons résultats et tu auras de bonnes performances. C'est cette éducation en fait finalement qu'on a eue et ça va pas vraiment dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est plus que c'est pas vraiment en phase avec nos valeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec les femmes qui gagnent de l'argent parce qu'elles sont belles? C'est-à-dire qu'elle est belle, elle est avec un homme qui la finance, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Là, vous êtes d'accord? Ah non, mais même pas, mais c'est dans le sens que je veux dire que c'est un autre, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à OnlyFans ou? Non, on est sorti d'OnlyFans. Parce que d'accord, on parlait de gagner de l'argent par rapport, on va dire, à sa valeur de travail. C'est ça. Je pourrais, je sais pas dans quelle mesure. C'est une femme qui est belle, qui a eu cette grâce. Est-ce que c'est un travail? Est-ce qu'elle le met comme un jeu de travail? Enfin, tout dépend du cas. Oui, tout dépend. Enfin, si elle se gère avec son mari, si il veut la récompenser pour sa beauté, bon, tant mieux pour elle. Voilà. Enfin, je veux dire, mais voilà, nous, aujourd'hui, on parle de valeur travail. C'est ça. Travail. De ce que tu es capable de... Une femme de travail, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément. En fait, chaque femme doit se réaliser comme elle se sent elle-même. Nous, on a eu un rêve. Le rêve en question, là, il faut aussi être capable de payer le prix de ce rêve. C'est pas qu'on se lève à... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... Les 1,5 million produits qu'on a sortis, il fallait les sortir. Donc, chacun doit être à la hauteur de ses ambitions, en fait. Ça. Si mon ambition, finalement, c'est d'être belle et de trouver la grâce d'avoir un mari qui me récompense de ma beauté, tant mieux. Chacun son ambition. Mais non, mais je reprends tes mots. Tu as dit, elle a la grâce. C'est un don. La beauté est un don. Un don de Dieu. Voilà. On ne choisit pas d'être belle, c'est ça? C'est un don, c'est comme ça. Voilà, c'est une grâce. Mais c'est vrai que finalement, nous, notre regard, c'est plus par rapport, on va dire, comme disait Sabrina, la valeur travail. À ce que tu es capable de faire en partant de ton énergie, de ta motivation, de ton ambition et surtout de ton engagement. Voilà. C'est très important pour avoir cette discussion avec vous parce que vous avez grandi dans quel cadre en France? Dans la cité? Vous venez de familles aisées? Vous avez grandi alors pas dans la cité, on a une famille plutôt classique. Voilà, on habite en Seine-et-Marne. Voilà. Bon, voilà, donc avec donc ça parce que moi je fais le constat que malheureusement les jeunes en France, pire encore les jeunes issus de l'immigration, ont très peu de perspectives. La plupart malheureusement
grandissent dans des cadres dans lesquels il n'y a pas beaucoup de rôle modèles, de personnes qui ont des succès fulgurants. C'est pour ça que pour moi, c'est important de donner la parole à des gens comme vous, qui font des choses, qui êtes nés et grandi dans le même contexte et qui parvenaient à des résultats qui sont bien évidemment admirables, pour dire qu'il y a d'autres voies, même si elles ne sont pas nombreuses, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres résultats. En France aujourd'hui, quand on est une jeune fille de 16-17 ans, quand on a grandi en banlieue ou en cité, peut-être plus précisément, c'est quoi les perspectives? Est-ce que vous ne vous considérez pas finalement comme des exceptions? Non, je pense pas. On parlait de rôle modèle. Moi, je pense souvent à nos parents comme des rôles modèles qui ont tout quitté pour venir dans des pays qu'ils connaissaient pas pour nous simplement nous apporter de l'éducation et accès, on va dire, à des choses que eux peut-être n'ont pas eu. Notre maman, nous, elle est ingénieure de formation. Donc elle nous a tout de suite très tôt switché dans les affaires, dans le travail, dans il faut bien réussir à l'école. Voilà, mais même tous nos parents, j'allais dire, ils ont quitté, ils sont venus, ils ont fait forcément des métiers qui n'étaient pas forcément qui leur étaient pas destinés. Et c'est pas pour autant, ils sont restés engagés, ils ont travaillé durement, ils ont essayé de donner le meilleur à leurs enfants. Et c'est cet engagement, c'est cette résilience là qui finalement nous inspire en fait. C'est ça. De se dire que eux, ils ont pas lâché. Nous, effectivement, pourquoi est-ce qu'on... Ils sont pas milliardaires, quoi. C'est juste qu'ils ont des parcours incroyables. Ils ont eu un courage, de tout laisser leur famille, leurs parents ils ont plus jamais revus pour venir ici et pour pouvoir offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Donc, pour nous, c'est ça le rôle modèle, finalement. C'est eux. Alors, maintenant, on va entrer dans votre histoire. 18 ans, 22 ans, vous vous lancez dans cette belle aventure. Un peu naïve, j'imagine, en disant, on va conquérir le monde, on va faire Elikia, Beauty, tout le monde va aimer. Et vous lancez par quoi? Alors, on commence par un institut de beauté. On avait un institut donc à Fontenay-sous-Bois, 150 mètres carrés, 5 salariés. Ah, quand même, 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. On avait plusieurs espaces. On avait un espace coiffure, un espace vente de produits, un espace esthétique, onglerie, maquillage. Donc, c'était vraiment un concept beauté global qu'on voulait proposer. Ça, c'était il y a 17 ans. C'est ça. Ça passe vite. Ça passe vite, très vite. Ça, c'est votre premier concept. C'est ça. Notre premier concept. C'était Elikia Beauty aussi, mes versions. Et comment c'est accueilli par le public avec eux? Plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup d'instituts qui on va dire de qualité qui pouvaient accueillir les beautés, on va dire afro, du monde, beauté du monde. Donc finalement, on est assez bien accueillis. Finalement, les clientes sont au rendez-vous. Même si on est très très jeune, il n'y a aucun sujet. On travaille avec des personnes qui sont extrêmement compétentes et qui maîtrisent parfaitement tous ces sujets-là. Donc du coup, moi ça va. On est contente. Et donc de là, c'est quoi votre next step? Vous commencez à faire vos ventes et là vous allez essayer d'avoir de la croissance, j'imagine. Ah oui, c'est ça. Comment vous développez tout ça? On se développe, on fait du marketing. À l'époque, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. Quand on a commencé, c'était 2006, 2007, on n'avait pas. Instagram, donc c'était vraiment beaucoup de bouche à oreille, du tractage qu'on faisait beaucoup aussi. Et puis après, puis après un deuxième finalement. On ouvre un deuxième institut au cœur de Paris, donc il y a plus de monde. Oui, totalement. Voilà. Puis après, au fur et à mesure, on avance. C'est vraiment step by step. Vous en avez ouvert combien d'instituts finalement à cette époque-là? À cette époque-là, donc 2 instituts, une concession sur Le Mans. Et effectivement, c'était un peu comme ça qu'on fonctionne. 3 instituts. Et au final, qu'est-ce qui fait que cette phase d'institut, vous tournez la page, puisqu'aujourd'hui vous n'êtes pas du tout dedans. Oui, c'est ça. Vous avez dû c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, la volonté de vouloir aller plus loin, de grandir avec le business. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il faut avoir cette capacité d'être à l'écoute de son marché, la capacité de se remettre en question, de se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Et vu qu'on vendait des produits aussi, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait beaucoup de clientes qui venaient juste pour le produit. Elles faisaient plus du tout de prestat, elles venaient juste pour consommer, acheter leurs produits et elles rentraient chez elles. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire avec le produit pour aller plus loin. Les produits que vous vendiez, c'était pas vos produits. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on vendait les produits d'autres marques. C'est ça, complètement. Et on s'est dit, au moins on serait plus limité géographiquement, parce que l'institut, c'est quand même une zone géographique. Les gens doivent venir sur place. C'est ça. Là, on peut aller chez les gens, on peut finalement leur apporter notre vision de la beauté chez eux. Et ça a été finalement le déclic. Le déclic, c'est comme ça. Et on s'est dit, on switch. Waouh, ok. Donc, le switch a été fait pour aller vers les produits. Vers la marque Elikia Beauty. Vraiment. Vers les produits, vers la marque. Donc, on installe notre laboratoire, on embauche une chimiste avec lequel on travaille notre cahier des charges. Donc, on sait ce qu'on veut parce que finalement... Là, dans quelle année à peu près? On est en 2016, 2000... Un peu avec le début. Ouais, donc ça fait quand même 10 ans votre épisode oui, totalement. Les instituts, effectivement, ça a été 8 à 10 ans, le temps de switcher et tout. Puis après, il y a la création des produits, le cahier des charges. On a quand même 300 références. Donc, après, vous les avez fait
du jour au lendemain, les 300 gels, Non, progressivement, mais ça doit quand même demander beaucoup de temps parce qu'il fallait des produits performants, adaptés à tous les types de peau. Et puis à l'époque, les produits naturels, il faut savoir que c'était pas aussi développé que maintenant. Enfin, en tout cas, le maquillage naturel, voilà, il y avait pas beaucoup de marques qui se positionnaient, c'est un marché qui est très niché. Bah, un peu, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas grand monde. Beaucoup de marques naturelles, surtout, qui faisaient pour tous les types de peau. Voilà. C'est-à-dire que nous, cette offre aussi globale, elle était pas forcément répandue. Donc, les gens étaient un peu sceptiques, c'était un peu, ouais, mais c'est naturel, c'est moins performant et tout et tout. Donc, il fallait qu'on arrive tout de suite avec des produits qualitatifs.